Avec la sécheresse et plusieurs épisodes de canicule, la France et l'Espagne font face à une saison des feux sévères qui a fait plusieurs morts et dévasté des milliers d'hectares. Nouvelle nuit de bombardement entre les États-Unis et l'Iran. Alors que le Pakistan tente de relancer les négociations, Donald Trump affirme ne pas être intéressé. La réunion du Conseil de sécurité de l'ONU de ce mardi s'est concentrée sur la situation en Syrie quelques jours avant la visite du secrétaire général Antonio Guterres. Volodymyr Zelensky a démis de ses fonctions le commandant en chef de l'armée Oleksandr Syrskaï. Il est remplacé par le général de division Mikhailo Drapatine. L'Europe durcit ses règles sur le TFA. La dose admissible est réduite de plus de 70% pour ce polluant éternel détecté notamment dans l'eau potable. Un ciel rouge est voilé par les fumées de l'incendie qui sévit dans le Var, à Cotignac et dans les communes voisines. Des centaines de personnes ont dû quitter précipitamment leur domicile, mais l'incendie qui a détruit plus de 2000 hectares en moins d'une journée est désormais maîtrisé, même s'il est toujours actif. Il est pour l'instant contenu dans son enveloppe, c'est-à-dire qu'il ne progresse plus beaucoup. Néanmoins, nous avons encore de nombreux points chauds, de nombreuses flammes encore dans certains endroits. Donc nous sommes très vigilants ce matin. La France fait face à une saison d'incendies exceptionnelle. Depuis le début de l'année, plus de 42 000 hectares sont déjà partis en fumée, un niveau qui dépasse le précédent record de 2022. Cette saison des feux sévit également de l'autre côté de la frontière en Espagne. L'incendie de la Mierla dans la province de Guadalajara est désormais sous contrôle après avoir ravagé près de 30 000 hectares. En Andalousie, les opérations de déblaiement se poursuivent après l'incendie qui a fait 13 morts. Depuis le début de l'année, plus de 200 000 hectares ont déjà brûlé dans l'Union européenne. Le maire de New York, Zoran Mamdani, a déclaré ce mardi que son administration n'avait pas le pouvoir d'arrêter Benyamin Netanyahou, comme il l'envisageait dans le cadre du mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale à l'encontre du Premier ministre israélien. Il a appelé le gouvernement américain à le faire si le dirigeant israélien venait à l'Assemblée générale de l'ONU en septembre. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. The federal government, however, does, and I call on them to join the ICC and execute this warrant. And I want to be equally clear. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City, nor is any other war criminal at large. While we cannot end the genocide on our own, we can decide whether our silence will become another weapon, and we can examine every tool we have to defend the humanity and dignity of all people. La veille, le président américain Donald Trump a assuré que le premier ministre israélien ne serait pas arrêté aux États-Unis en réaction aux propos de Zoran Mamdani. Basée à La Haye, la Cour pénale internationale a émis en 2024 des mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahou pour crimes de guerre et contre l'humanité dans la bande de Gaza, dans le cadre de l'offensive israélienne menée en représailles à l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023. De son côté, le cabinet de Benyamin Netanyahou a qualifié la Cour pénale internationale de tribunal fantoche. Pour la 11e nuit consécutive, l'armée américaine a lancé une campagne de frappe contre des cibles militaires iraniennes. Téhéran a riposté contre des installations américaines dans les pays du Golfe. Dans ce contexte d'escalade croissante, le Pakistan a intensifié ses efforts diplomatiques pour sauver l'accord provisoire conclu entre les deux pays. Des responsables pakistanais ont ainsi rencontré ce mardi le ministre iranien de l'Intérieur, Eskander Momeni. Mais au même moment, le président américain a affirmé qu'il n'était pas intéressé par une reprise des négociations. They want to desperately meet, and until they're ready to meet in a meaningful way, we have no interest in even. Des bombardements qui coûtent de plus en plus cher aux États-Unis. Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré au Sénat que le pays avait déjà dépensé 37,5 milliards de dollars pour mener sa guerre au Moyen-Orient. Do you have a new estimate about what the war has cost us so far in this, the fifth month of the first year of this war in Iran? Senator, the estimate we have as of today is $37.5 billion. La guerre entre les États-Unis et l'Iran s'est transformée en une lutte pour le contrôle du détroit d'Ormuz. Le trafic y reste en grande partie interrompu, ce qui perturbe les chaînes d'approvisionnement et fait grimper les prix du pétrole à l'échelle mondiale.
Avant la visite d'Antonio Guterres en Syrie prévue cette semaine, le Conseil de sécurité de l'ONU a consacré sa réunion de ce mardi à la situation dans le pays. Des discussions motivées par les conclusions d'une enquête interne indiquant que le sud de la Syrie demeure instable, notamment en raison des opérations israéliennes qui violent la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. Au cours de la réunion, les responsables de l'ONU ont malgré tout salué une avancée majeure de la transition politique syrienne avec la création d'une Assemblée du peuple et d'une Cour constitutionnelle suprême. Ils ont toutefois rappelé que, malgré une amélioration de la situation, les besoins humanitaires restent immenses et les financements largement insuffisants. Ils ont souligné que les 2 tiers de la population, soit environ 15 millions de personnes, ont toujours besoin d'une aide humanitaire. L'appel de fonds de l'ONU n'étant financé qu'à moins d'1 tiers et l'aide alimentaire ayant été fortement réduite, les agences onusiennes réclament un soutien financier d'urgence afin d'intensifier l'assistance apportée aux populations les plus vulnérables. Pour les Nations Unies, le succès de cette transition se jugera à la possibilité qu'auront les Syriens à reconstruire leur vie dans leur pays. Antonio Guterres deviendra le premier secrétaire général de l'ONU à effectuer une visite en Syrie depuis 2009. Il prévoit de rencontrer des responsables et d'apporter son soutien aux changements politiques en cours dans le pays avant d'aller sur le plateau du Golan pour rendre visite aux casques bleus. Le commandement de l'armée ukrainienne remanié avec à sa tête désormais le général de division Mikhailo Drapati. Après plusieurs jours de manifestations d'ampleur en Ukraine, déclenchées par le limogeage du ministre de la Défense Mikhailo Fedorov, la contestation aura eu raison de la décision de Volodymyr Zelensky de démettre de ses fonctions le commandant en chef de l'armée Oleksandr Syrskaï. Son départ était réclamé par les manifestants qui attribuaient la destitution de Mikhailo Fedorov aux relations particulièrement conflictuelles entre les deux hommes. Volodymyr Zelensky a salué la contribution d'Oleksandr Syrskaï à la défense de l'Ukraine, notamment lors de l'offensive de Kharkiv et de l'opération dans la région russe de Koursk. Mikhailo Drapati s'est forgé une solide réputation auprès de nombreux militaires et d'acteurs de la société civile. Il dirigeait jusqu'à présent les forces conjointes, le commandement chargé de coordonner les opérations sur la ligne de front dans la région de Kharkiv, au nord-est du pays. Tout comme Mikhailo Fedorov, le nouveau commandant en chef plaide pour une refonte en profondeur des forces armées. L'Union européenne se prépare à accepter de nouveaux droits de douane américains qui pourraient être imposés dans les prochains jours sur certains produits au nom de la lutte contre le travail forcé. La Commission européenne juge ces taxes injustifiées mais assure vouloir éviter l'escalade. Sa priorité est de maintenir les droits de douane appliqués aux produits européens sous le plafond de 15% fixé dans l'accord commercial conclu entre l'Union européenne et les États-Unis en juillet 2025. De son côté, Washington estime que les efforts actuels pour lutter contre les marchandises fabriquées grâce au travail forcé sont insuffisants et qu'ils nuisent aux intérêts économiques américains. Le régime tarifaire actuel arrive à expiration vendredi. Un responsable américain du commerce a indiqué que de nouvelles mesures liées au travail forcé pourraient entrer en vigueur rapidement. Le département américain au commerce mène actuellement une enquête sur les chaînes d'approvisionnement mondiales dont les conclusions sont attendues dans les prochains jours. La Commission européenne rappelle pour sa part qu'elle dispose déjà de règles strictes contre les produits issus du travail forcé. En juin, elle avait défendu sa propre réglementation alors que l'administration Trump avait relancé sa politique de droits de douane sur les partenaires commerciaux des États-Unis. Une juge fédérale américaine a approuvé un accord à l'amiable d'un montant d'1,5 milliard de dollars entre l'entreprise Anthropic et un groupe d'auteurs. Une décision qui met fin au plus grand recours collectif en matière de droits d'auteur de l'histoire des États-Unis. Cet accord à l'amiable d'un montant record a été approuvé lundi à San Francisco, la juge ayant rejeté les objections de certains auteurs qui estimaient que le montant était trop faible. L'affaire remonte en août 2024, quand plusieurs écrivains ont déposé un recours collectif contre Anthropic, accusant l'entreprise d'utiliser des livres piratés pour entraîner son chatbot Claude. Selon les termes de cet accord, les auteurs et les éditeurs recevront chacun 3 000 $ au titre des quelques 500 000 œuvres concernées par le règlement. Un précédent jugement concernant Anthropic, rendu en juin 2025, avait déjà conclu que le stockage de millions de livres piratés dans une bibliothèque centrale était illégal.
L'autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, a revu à la baisse la dose journalière admissible de TFA, un composé chimique très persistant appartenant à la famille des PFAS, les polluants éternels, de plus en plus détectés dans l'eau potable. Cette décision s'appuie sur de nouvelles études montrant que les TFA peuvent notamment perturber le fonctionnement de la thyroïde, une glande essentielle à la régulation de nombreuses fonctions de l'organisme. Les PFAS sont utilisés dans de nombreux produits du quotidien et de l'industrie, des ustensiles de cuisine aux dispositifs médicaux, en passant par certains équipements militaires ou liés aux énergies propres. En se dégradant, certains d'entre eux peuvent former des TFA. Ces substances se retrouvent ensuite dans les sols, les nappes phréatiques et les cultures, notamment à partir de certains pesticides contenant des PFAS. Leur extrême persistance dans l'environnement alimente les inquiétudes des autorités sanitaires. Les États membres de l'Union européenne sont déjà tenus de surveiller la présence de PFAS dans l'eau potable. D'autres programmes contrôlent également leur concentration dans les aliments afin d'évaluer l'exposition de la population. Elle avait été le théâtre du spectaculaire vol des bijoux de la couronne. La galerie d'Apollon du musée du Louvre a rouvert au public, retrouvant sa fonction originelle de galerie d'apparat du XVIIe siècle, sans vitrine ni joyaux. Les bijoux qui n'ont pas été dérobés lors du casse seront prochainement présentés dans une autre salle qui sera conçue comme une chambre forte sans fenêtre, a précisé le directeur du musée, Christophe Léribaud. En octobre 2025, un commando de 4 hommes s'était introduit par effraction dans la galerie d'Apollon à l'aide d'un camion nacelle et y avait dérobé en plein jour 8 joyaux de la couronne de France. Un braquage qui avait révélé de graves failles de sécurité au sein du musée le plus visité au monde, entraînant le départ de sa présidente d'alors, Laurence Descartes. Le butin du casse, estimé à 88 millions d'euros, demeure à ce jour introuvable.